Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie, tout le monde. Puis bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine Ross. Bertrand Dumont, aujourd'hui, on a tout un sujet. Moi, je trouve ça passionnant. La Terre et le sol nous envoient des messages subliminaux par des émissaires. Pas vraiment subliminaux, et là, mais tu vas nous direct. aider à les décrypter. C'est pas, bien. Ils ne sont pas subliminaux. Bon, mais c'est vrai que c'est des messages. C'est des messages intéressants. Je vais vous parler d'un sujet extrêmement controversé parce qu'il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas, mais la science, elle, dit que ça marche. Alors, on y va. Alors, on va parler Secondé par la science, allons-y. On va vous parler des plantes bioindicatrices. Des plantes bioindicatrices, on va se rappeler de ça. Cher, ça nous dit quoi? Alors, ce sont les émissaires dont je parlais tantôt, là. C'est effectivement les émissaires, c'est ce qu'il va nous donner. C'était une plante qui renseigne le jardinier sur les caractéristiques de son sol. Donc, c'est ce dont je me sers quand je ne fais pas d'analyse de sol. C'est ça. Les plantes qui sont dans le sol vont nous parler, vont nous dire quelque chose. Parce qu'on parlait de ça dans les années 80, les analyses de sol, faites analyser pour le pH, pour ci, pour ça, pour votre potager. Ouais, pour le les pH, gens ne font pas. Les gens ne le faisaient pas de toute façon. Ça coûte cher. Pour le pH, c'est le seul moyen de le faire, c'est ça. Mais en quoi que les plantes bioindicatrices peuvent nous donner des petites indications. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on va partir par la base. Un habitat en écologie, c'est quoi? Donc, les plantes bioindicatrices, c'est basé sur le fait des habitats. Un habitat en écologie, c'est les milieux dans lesquels une population d'individus d'une même espèce donnée peut normalement vivre et s'épanouir. Donc, un habitat qui lui convient. C'est ça. Toutes les plantes vivent dans les mêmes conditions. Je vais vous donner deux extrêmes. Si vous allez, par exemple, en montagne, dans les roches de montagne, vous allez trouver un habitat, puis si vous allez dans une forêt, vous allez trouver un autre habitat. Ça, c'est deux habitats extrêmes, là. Donc, ça peut être le soleil ou l'ombre, ou encore un sol glaiseux ou un sol forestier. Vous ne trouvez pas la même chose dans un sol de forêt, qui est très, où il y a beaucoup de matière organique, contrairement à un sol glaiseux naturel, je parle, OK? Où il n'y a pas beaucoup de matière organique. Ce n'est pas les mêmes plantes, OK? Puis si tu reviens à ton exemple de tantôt, et puis tu nous parles de la montagne, c'est de la roche, mais ça pousse aussi. Il y a des plantes adaptées pour ça. C'est ça, qui sont adaptées. Elles n'ont pas la même grosseur, ça ne fera pas une forêt, ça ne fera pas des choses, mais il y a des plantes adaptées. Donc, les plantes s'adaptent dans des conditions. Toutes les plantes ne vont pas dans un sol riche, meuble de jardin. Ça, c'est un autre truc là, on essaie de nous dire, mais qui ne marche pas. Il faut vraiment le voir comme un milieu naturel différent. Alors, est-ce que ça revient comme si c'était une niche? C'est un comme peu, une niche. La plante, elle niche dans un habitat qui lui convient? Oui, c'est un peu une niche, mais la niche est un petit peu plus large, là, c'est pour ça. Parce que la niche écologique, là, on y met aussi les insectes, les animaux. Donc, la niche est plus large, là. Okay. Là, c'est une niche qui est un peu plus refermée, mais bon, ça pourrait être une niche écologique aussi. OK. Puis, apprendre sur les propriétés du sol par les plantes qui y poussent, explique-nous ça plus en détail. Bon, alors, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que quand le sol est compacté ou qu'il y a un tassement excessif, ce ne sera pas les mêmes plantes. Un sol qui retient un surplus d'eau, qui se draine mal, encore là, c'est des plantes particulières. Un sol qui se ressuie très rapidement, qui devient sec très rapidement, ce n'est pas les mêmes plantes. Un très riche en azote, ou encore qui subit des insolations excessives. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, insolation? C'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup de soleil là, sur un plan plein soleil. Là. Donc, ce ne sera pas les mêmes plantes. Si vous êtes dans un boisé, puis si vous êtes en plein soleil, ce n'est pas les mêmes plantes. Ou dans le désert. C'est ça, les plantes désertiques. Carrément à l'autre extrême, okay. les plantes de bord de désert, parce que dans le désert, il n'y en a pas beaucoup. Là, non. Mais effectivement. Puis quand tu dis un sol qui est très riche en azote, tu aurais quoi comme exemple? Je voulais un exemple un peu plus tard. On va en parler tantôt. OK, parfait. Parfait. Alors, y a-t-il d'autres indications que la qualité du sol que tu observes à l'œil nu? En général, les plantes bioindicatrices vont nous indiquer un excès ou à l'opposé une carence. Une carence, c'est un manque, OK? Ça va nous renseigner sur le niveau de vie microbienne du sol, parce que certaines plantes vont nous indiquer ça, ou une perturbation dans le sol. Donc, un sol perturbé va avoir certaines plantes qui vont arriver sur le sol perturbé. Et c'est pas psychologiquement perturbé, c'est mécaniquement... C'est mécaniquement perturbé. D'accord. Alors, ça change la qualité de ton sol. Ça peut démolir un habitat, en fait.
Non, une perturbation? Ça démolit pas. Non, ça ne démolit pas l'habitat. Ça nous renseigne sur ce qu'est l'habitat. Mais quand tu parles de perturbation... Et si le sol est perturbé, par exemple, si on va en faire un potager, ben là, il va falloir ajuster la perturbation. Parce que tu as perturbé, tu dois apporter des correctifs? Non, parce que c'est naturellement perturbé. Ou ça peut être perturbé, ça peut être un excès d'eau, ça peut être un excès de quelque chose, ou ça peut être une... Alors là, on parle OK, il faut faire la différence de perturbation et de contamination. La contamination, c'est autre chose. Oui. OK? C'est pas la perturbation. Un sol perturbé, c'est un sol qui a été retourné, où on a remonté le dessus du sol, le dessous du sol. C'est perturbé. Avec exemple, l'utilisation d'un rotoculteur. Un rotoculteur ou un sol perturbé, on a remonté, ou encore après des travaux. OK? On a fait des travaux, puis on a remis la terre un peu n'importe comment. Elle est perturbée, mais elle n'est pas contaminée. Il faut faire la différence. Tu parlais de contamination, mais là, c'est la contamination, c'est autre chose. Merci de la précision. OK. Alors, Bertrand, on revient à l'aspect du pH qui était très populaire dans les années 80 où on nous disait de faire des analyses de sol et ci et ça. Comment tu détermines ça? C'est la partie la plus difficile à évaluer avec les plantes bioindicatrices. C'est souvent là que les gens de la controverse disent « Ah ben, ça marche pas parce que le pH, ça marche pas ». Ça prend plus de connaissances, c'est plus fin, ça prend une bonne habitude, donc c'est pas évident pour le pH. Mais pour l'ensemble des autres, là, on va avoir une bonne idée. Juste à regarder les plantes. Juste à regarder les plantes, là. Okay. Donc, c'est un moyen de le faire, mais le pH, c'est un peu plus compliqué. Puis pH, rapidement, tu aurais un sol acide ou alcalin. C'est ça, acide, alcalin ou neutre. OK. Grosso modo, c'est ça, c'est moins précis, là, c'est la fourchette large. OK. Puis à quel endroit on identifie les plantes? Alors, sur les planches, là où sont cultivées les plantes, OK? Mais ça, pour faire ça, il faut se rappeler ce que j'ai déjà dit dans un autre balado, il ne faut pas enlever ces herbes spontanées. Les herbes spontanées, c'est là qu'elles nous parlent. Hein? Bon, attends. Donc, ça veut dire que tes bioindicateurs, c'est des herbes spontanées. Absolument. C'est pas les herbes c'est pas les plantes que tu vas mettre en sol. Alors, c'est quand c'est plantes vierge. Naturelles. Non, ça peut être aussi ce qui pousse quand tu fais ta culture et que tu n'enlèves pas tes mauvaises herbes. Ça, c'est tes indicateurs. Tes plantes spontanées sont tes indicateurs. Là, tu rehausses le niveau d'acceptation des plantes. Comment tu dis? Spontanées. En disant qu'en plus, ce sont des bio-indicateurs. Oui, c'est des bio-indicateurs. Elles nous disent quelque chose sur notre sol. Oui. Fait qu'il faut que ça en laisse un peu. Il faut bien faire attention, je vais répéter, bio-indicateur, c'est à partir de plantes naturelles, pas de plantes qu'on a rapportées, parce que là, c'est pas un fonctionnement naturel. C'est sur les plantes naturelles, les plantes qui poussent spontanément. Toutes seules dans ton potager. OK. Alors, comment on procède pour cette évaluation dans un potager? Là, on va commencer par identifier l'ensemble des plantes présentes. Les plantes spontanées. Les plantes spontanées présentes. Oui. On définit la densité des espèces. Hein, donc, si vous avez beaucoup de chiens-dents, vous avez beaucoup de choux gras, ou vous avez, mais peu d'un autre, il est possible que dans un même habitat, il y ait des plantes qui soient, c'est-à-dire de plantes de milieu acide qui poussent en milieu basique. Ça va arriver. Mais c'est une question d'intensité, de densité. Donc, plus vous avez de plantes de milieu acide, plus vous êtes en milieu acide, même s'il y a quelques plantes de milieu basique qui peuvent s'être passées parce qu'elles se sont adaptées. Là. Tu sais, c'est pas carré. Là. C'est ça le problème avec beaucoup de controverses, c'est que les gens voient des choses carrées. C'est blanc ou c'est noir. C'est jamais comme ça dans le jardinage. C'est toujours dans le gris. Il y a toujours l'exemple et le contre-exemple. Et puis, on établit donc les espèces dominantes. OK. C'est ça qui est important, c'est celles qui dominent, c'est celles qui sont les plus importantes, la plus haute densité, la domination. Elles ont un message soutenu de la condition du sol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent arriver. Alors, si on a un grand terrain, là on a parlé d'un potager, c'est un plus grand terrain, même chose? Bien, on fait la même chose, on va délimiter des carrés d'1 mètre sur 1 mètre, puis on va calculer le nombre d'espèces, de plantes par espèce, et puis le pourcentage de chacune d'elles. On va établir la densité, et à partir de là, on va dire, bon, sur 1 mètre, si on a un très grand terrain, on le fait à plusieurs endroits, ce qui peut arriver qu'on va avoir à peu près toutes les mêmes densités partout, ou encore des densités différentes. Pourquoi? Parce que sur un grand terrain, le sol n'est pas le même partout. Hey, ça s'appelle très pointu. C'est très pointu. Oui, les plantes bioindicatrices, c'est assez pointu. Mais quand on a l'habitude, là, on finit par avoir un
un bon sens de ce qu'on a là. C'est un sens d'observation, Oui. puis savoir ce que chaque plante a comme message sur le sol. Mais est-ce que ça pourrait te dire sur un terrain assez grand, où planter des arbres puis des arbustes Absolument. également? Absolument. Bon, et tu aurais moins de pertes. Ben mais oui. bon. La bonne plante au bon endroit, ça nous permet avec ça de dire, cet endroit-là, il y a plus d'humidité, il y a plus d'eau, il y a plus d'eau stagnante. Donc, si je mets un arbre de sol sec, ça ne marchera pas. Je vais mettre un plante d'eau stagnante. Je vais vous donner un exemple dans les bouleaux. Bon, nous, on habite dans un terrain plutôt glaiseux à Boucherville. Donc, à Boucherville, on a planté beaucoup de bouleaux blancs, de bouleaux à papier. Et au bout de 20 ans, ils sont tous morts. Ils n'ont pas survécu. Ils n'ont pas survécu. Ouais. Moi, j'ai planté un bouleau, mais j'ai planté un bouleau des rivières qui aime l'eau. D'ailleurs, les années où c'est un peu sec, il a un petit peu de difficulté, il a tendance un peu à perdre ses feuilles. Mais donc, et lui, il n'y a aucune agrille de frais. Il n'a eu aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il est dans les bonnes conditions. Il aime les sols lourds et humides. Oui. Et c'est ce qu'on a ici habituellement. Alors que le bouleau à papier aime les sols légers et plutôt sec. Oui. Et donc... Avec très peu d'humus. C'est ça. Il a survécu. Oui. Il survivait, mais au bout d'un moment donné, il y avait plein de maladies, puis il mourait. Donc, c'est ça, une plante bioindicatrice, c'est d'aller planter les bonnes plantes à la bonne place. Question. Oui. Là, ce sont des plantes de surface qui nous donnent des indications sur le sol. Oui. Sur quelle profondeur de sol? Oh, c'est une bonne question, mais on pourrait dire que ça peut aller jusqu'à 1,50 m. Même les herbacées ont des racines qui peuvent descendre extrêmement profondément. Mais ça va OK, donc ça va quand même te révéler en profondeur. Donc, pour les arbres qui ont des racines qui vont beaucoup plus loin, c'est aussi un bon indicateur de prendre des mesures de surface. C'est un premier niveau. Là, on peut utiliser d'autres niveaux. Mais c'est un premier niveau, effectivement, qu'on peut prendre en compte. Mais en général, on a quand même un bon 1,50 m. Il faut savoir que les arbres, une fois qu'ils vont être bien installés dans les bonnes conditions, ils vont aller s'adapter un peu plus. Là. C'est surtout les premiers mètres du sol qui sont compliqués. Après ça, c'est un peu partout pareil. Là, ça s'adapte. Donc, pour le potager puis tout ça, c'est un très bon indicateur. Oui. Pour les pelouses, c'est un très bon... Les plantes bio-indicatrices, comme tu dis... Oui. C'est fiable. Alors, comment interpréter les résultats? Tes observations, par exemple, sur un grand terrain d'1 mètre par 1 mètre, là, tu regardes les résultats. C'est là où la controverse prend, c'est qu'il faut considérer les populations végétales dans leur ensemble et non individuellement. C'est pas parce que dans une population, j'ai 3 prêles et puis 25 choux gras ou 40 choux gras que ça veut dire que ça marche pas. La prêle peut être là pour d'autres raisons que ces raisons habituelles. Puis tu donnes la prêle comme exemple. Qu'est-ce que ça signifie si tu as beaucoup de prêle sur un terrain? Beaucoup de prêle, c'est un terrain lourd et humide. C'est l'humidité. Alors que le chou gras, c'est un terrain de mémoire plutôt, azoté. Hein, okay. On va avoir un terrain chou gras, c'est ça, riche en azote. Donc, si on prend ces deux-là, si on a beaucoup de prêles et 2 choux gras ou 3 choux gras, c'est correct. Là, les choux gras sont là parce que c'est en évolution, mais ça nous dit que le terrain, lui, est humide et mal drainé. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là là, que ça joue sur une population et non pas sur un individu. Okay? Oui. Donc, puis la dominance, admettons que tu en vois qu'il y a une certaine dominance, il est beaucoup plus prépondérant, là, une espèce. Ben c'est donc lui qu'on va prendre en considération. Donc, on a au moins 5 à 10 sujets par mètre carré où au moins 70% de l'espace est occupé par la même espèce. Sur ton mètre carré, là. C'est la surreprésentation d'une espèce de plante qui est un indicateur en soi. L'indicateur, c'est la surreprésentation. C'est celui qui domine, c'est le dominant là, qui représente. Okay? Statistiquement, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça révèle qu'une plante prospère dans un habitat en particulier? Qu'est-ce que ça révèle? Ben, ça nous indique. Ça nous indique. Sur l'habitat. Ben, ça nous indique quel type de plante on va avoir, quel genre de plante on va avoir. Là, tu sais. Alors, comment le savoir, quelle plante, comment le savoir? Ben, il faut se référer à des livres ou à des sites Internet. Là. OK. Tu dis, j'ai telle plante, tu l'identifies sur un site Internet. D'abord, il faut avoir un petit peu d'habitude. Il y a des livres.
Là, on va chercher des livres sur les mauvaises herbes. En général, c'est assez bien indiqué. Des herbes spontanées. Ou des herbes spontanées, mais c'est parce que je vous dis mauvaises herbes, parce que actuellement, c'est encore mauvaises herbes. Moi, je suis un peu tout seul à parler d'herbes spontanées. Là. Donc, on va chercher l'information sur les sites de mauvaises herbes ou dans les livres. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a identifié ces plantes, on calcule ces plantes, mais à un moment donné, on arrive, puis moi, je le fais à l'œil. Là. Je vois que dans telle partie du potager, tiens, j'ai telle plante j'ai de l'oxalis qui sort, j'ai ça qui sort. Tiens, j'étais un peu basique, là, il va falloir que je remette un peu de compost, ainsi de suite. Donc, c'est pas une science exacte, là. C'est pas quelque chose de carré d'exact, là, mais c'est quelque chose qui permet de donner une indication, comme le dit le titre, bio-indication. Alors là, si on plongeait, Bertrand, dans des exemples très concrets pour associer tel type d'habitat à tel type de plante de bio-indicatrice. Je vais vous en donner quelques-uns. Donc, sol riche en azote, c'est le kénopote blanc ou le chou gras. Hein? Les choux gras là, qu'on connaît, là, les plantes spontanées choux gras. Ça, il y a de l'azote. Là, on se dit il y a de l'azote. Si on a des pourpiers dans le potager, c'est un sol pauvre et compacté. OK? Mais en général pauvre. Si on a des pissenlits qui poussent, c'est un sol lourd. Fait qu'on a beaucoup ça. Parce que là, pourquoi? Au Québec, on a beaucoup ça dans la vallée du Saint-Laurent. Pourquoi? Et au lieu d'arracher vos pissenlits, vous pourriez plutôt passer un aérateur. Ça va être plus efficace. Tout simplement, pourquoi? Le pissenlit, lui, il a une racine qui est puissante et qui perce le sol. OK? Donc, ça veut dire que votre sol, il est lourd, il est compacté. Un sol humide et mal drainé, c'est la prêle. OK? Un sol compacté, c'est du chardon commun. Si vous avez beaucoup de chardon, c'est un sol qui est très dur. Ça pique, ça, c'est ça qui accroche aux vêtements? Non, ça, c'est la bourdaine, mais ça ressemble à ça. L'oxalis d'Europe, c'est un sol acide. OK, je me suis trompé, c'était le contraire. Oui. Là. Donc, quand vous avez beaucoup d'oxalis, si j'ai beaucoup d'oxalis, tiens, mon sol est acide, je vais remettre plutôt un peu de calcium. La centaurée bleue, les plantes bleues qu'on trouve le long des routes, c'est les calcaires secs. Et puis, si on a les liserons, c'est un sol calcaire riche. Donc, tout ça, ça ne veut pas dire parce que vous avez 2 liserons dans votre potager que vous avez un sol calcaire riche. Mais par exemple, si vous avez 25 ou 30 oxalides, là, à ce moment-là, vous avez un sol qui est plutôt acide. Oui. Donc, c'est pas la différence qui fait la bioindication, c'est la majorité qui fait la bioindication. Alors, on est comme en démocratie. C'est la majorité qui dit, c'est ça, qui donne la voix. Alors, cette approche, tu dis depuis tantôt qu'elle est controversée. Pourquoi? Parce qu'elle est mal comprise, parce que ceux qui veulent absolument, puis c'est les mêmes qui nous disent que le compagnonnage, ça ne fonctionne pas, puis que toutes ces affaires-là, ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas des valeurs absolues, c'est des valeurs relatives. Ça nous donne une indication, ça ne nous donne pas un résultat. OK? Il faut aussi que ces bioindications soient corroborées par d'autres observations. OK? Donc, ce n'est pas juste de dire « j'ai ça », il faut voir l'ensemble. L'élément le plus important, puis ce qui est le plus souvent mis par les détracteurs, elle tient au fait qu'on prend l'ensemble des plantes et non individuellement. C'est vraiment une valeur générale et non pas une valeur absolue. C'est vraiment la différence. Moi, j'ai lu des articles qui ont dit « Ah oui, mais sur un terrain, il y avait de la prêle, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait cela. » Oui, mais c'était quoi la majorité? Pas capable de me le dire, c'était quoi la majorité? On peut avoir sur un terrain toutes sortes de plantes bioindicatrices, mais c'est la majorité qui nous donne la bioindication. Dans un endroit particulier Dans un endroit en particulier du terrain. Indépendant si on a un petit terrain, non, mais sur un grand terrain, ça va nous donner une bonne idée de ce qu'on a. Alors, les plantes reconnues comme bioindicatrices sont basées sur des données scientifiques quand même. Bertrand, tu le disais tantôt. Oui, elles sont reconnues. C'est le grand spécialiste, c'est Gérard Ducerf, c'est le grand spécialiste des bioindicatrices. Il a écrit plusieurs livres qui font référence. OK? Il a écrit de nombreux livres qui font référence. Et même, si vous allez sur le site Internet de l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, qui est le grand institut de recherche agronomie agricole français, qui est reconnu dans le monde entier. Ils reconnaissent l'intérêt des plantes bioindicatrices. Donc, c'est pas des pelleteux de nuages, c'est pas des pelleteux de nuages, c'est des gens qui sont pratico-pratiques et ils reconnaissent quand c'est bien utilisé et donc dans son ensemble. Donc, on rit, tu sais, quand on dit les arbres parlent,
Tu sais, si tu sais observer la nature te parle. Mais c'est pas ésotérique, là. Non, c'est vraiment ésotérique, c'est ça. C'est vraiment ancré là, dans ce qu'on voit parce qu'on sait aujourd'hui que les plantes vivent dans les habitats puis que les habitats des écosystèmes ne sont pas tous les mêmes. Puis toutes les plantes ne vivent pas à essayer de mettre un cactus. Tiens, je vais vous donner un autre exemple. À la place d'un saule. Par exemple, les mertandias. OK, on a 2 mertandias. On a un mertandia de Virginie qui va dans les sous-bois, puis on a un autre mertandia. C'est un arbuste, ça? Mertandia, c'est une plante vivace. Puis un autre mertandia dont je ne me souviens pas le deuxième nom, mais lui qui pousse dans le sable et sur le bord de la mer. C'est pas du tout. Alors, si vous mettez le mertandia du sable dans le boisé, il va mourir, puis le mertandia du boisé dans le sable, il va mourir. Ça marche pas. Ils ne sont pas dans le même habitat. Ouais. Donc, c'est le principe. Le pire, c'est que c'est simple à comprendre. C'est simple, malgré mais tout. C'est plus difficile à mettre en œuvre. Ouais. Puis il faut avoir un sens de l'observation, puis avoir une certaine méthode. Oui, en faisant tes mètres, le carré. Il faut être patient parce que ça prend quand même quelques temps avant d'arriver. Phew! Eh bien, on a passé au travers, puis je trouve ça particulièrement intéressant. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi. Et c'est fini pour aujourd'hui. Alors, on peut aller sur la page radiolégumes.com si on veut plus d'informations, de gérer tout ça. Il y a toute la banque de balados qui peut être consultée n'importe quand. Je voudrais remercier Bionique de Glauco et également Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. Allez en paix, cultivez, aimez la nature, écoutez-la. Et observez-la. Et oui, c'est ça. Portez-vous bien. Merci Bertrand. À la prochaine.